Le 23 août 1939, Molotov accueille à Moscou von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich. Peu avant minuit, le monde stupéfait apprend la nouvelle. L'Allemagne et l'Union soviétique ont signé un pacte de non-agression. Staline sourit, l'URSS s'engage à fournir du pétrole à l'Allemagne et les deux pays ont, dans une clause secrète, prévu de se partager les dépouilles de la Pologne. Hitler exulte, maintenant, dit-il, j'ai le monde en poche. Danzig, la guerre va commencer là. La Wehrmacht entre dans cette ancienne ville allemande, perdue en 1919. Il ne reste plus rien du traité de Versailles. Cette fois, l'Angleterre réagit. Chamberlain, humilié, fait volte-face et offre son soutien total à la Pologne. À 4h45, la marine allemande, en visite d'amitié dans la baie de Danzig, tire à bout portant sur les installations polonaises. À 6h, l'armée allemande entre en Pologne. Contre la force mécanique, la Pologne envoie sa cavalerie. On croyait l'armée polonaise capable de résister, mais en réalité, elle a une guerre de retard. Dans un ciel vide de tout danger, la Luftwaffe entreprend l'anéantissement systématique de Varsovie. L'armée allemande entre dans les ruines de Varsovie le 28 septembre. La résistance polonaise, malgré tout son courage, a été balayée en moins d'un mois. Le 17 septembre, Staline frappe la Pologne dans le dos. Comme convenu, l'armée allemande et l'armée rouge se rejoignent pour se partager le pays. La Pologne n'existe plus. Le drame polonais a enfin ouvert les yeux des Alliés sur la vraie nature de l'hitlérisme. L'Angleterre a déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre. L'Empire britannique tout entier mobilise. Les premiers soldats embarquent pour la France. La France, entrée en guerre quelques heures seulement après l'Angleterre, mobilise, elle aussi. On est loin, certes, de l'enthousiasme de 1914. Pourtant, sur le papier, cette armée française a fière allure. 5 divisions britanniques sont en France, prêtes au combat, dès la fin du mois de septembre. À l'Est, les Allemands ne peuvent pas passer. Retranchée derrière la ligne Maginot, la France se sent en sécurité. L'ouvrage, il est vrai, est formidable, impressionnant. Un mur de béton, une ligne fortifiée qui court le long du Rhin, des Vosges aux Ardennes. Piqué de canons de tout calibre et de mitrailleuses en partie dissimulées dans le sol, l'ouvrage a coûté une fortune. Le gouvernement n'a pas voulu le prolonger jusqu'à la mer pour ne pas heurter la susceptibilité des pays neutres, le petit Luxembourg et la Belgique. À l'abri de ce bouclier qui semble inviolable, les Français attendent et observent. Il ne se passe rien ou presque. C'est le début de la drôle de guerre. La France est molle, l'état-major prépare une offensive qui ne viendra jamais. L'attaque allemande contourne la ligne Maginot. Le Luxembourg, la Belgique, la Hollande sont des pays neutres. Et alors, Hitler ne s'embarrasse pas de ces détails.
L'armée allemande s'ébranle en direction de la mer. La Hollande et la Belgique subissent le premier choc qu'elles encaissent plutôt mal. La Luftwaffe de Göring est nettement supérieure à l'aviation alliée. Pendant toute l'offensive, le ciel sera allemand. La Hollande capitule en 5 jours. Fuyant les villes systématiquement bombardées, les populations civiles prennent le chemin de l'exode. Le piège se referme à toute vitesse. Le 20 mai, les Allemands sont sur la Manche. Les armées alliées du Nord sont menacées d'encerclement. La Belgique capitule le 28. Cette fois, Churchill ordonne l'évacuation. Par Dunkerque, seul port encore libre. C'est l'opération Dynamo. Tout ce qui ressemble à un bateau en Angleterre est mobilisé pour rapatrier le corps expéditionnaire. Les Anglais partis, ceux qui restent de l'armée française se disloquent en une dizaine de jours. Le 14 juin, les Allemands sont à Paris. Hitler réalise son rêve. Paris est à ses pieds. La France se décompose. Weygand presse le gouvernement de négocier l'armistice. Plus personne ne peut arrêter la progression de l'armée allemande. Paul Reynaud refuse la capitulation et démissionne. Le maréchal Pétain lui succède à 84 ans. Le 22 juin, la France, aux 2 tiers occupée, accepte les conditions de l'Allemagne. C'est l'armistice. Hitler a voulu une mise en scène wagnérienne et exigé que la cérémonie ait lieu en forêt de Compiègne, au même endroit et dans le même wagon où l'Allemagne avait capitulé en 1918. Pour Hitler, partout victorieux, le moment est venu de retrouver Mein Kampf, en finir avec le bolchevisme. Le 22 juin 1941, l'armée allemande envahit la Russie soviétique. C'est l'opération Barbarossa, Barberousse, hommage des nazis aux chevaliers teutoniques. Au cours des premières semaines, la Wehrmacht avance, victorieusement, sur un front de plus de 3000 km. À l'automne, de sombres pressentiments commencent à agiter l'état-major de la Wehrmacht. Comme Napoléon en 1812, les fantassins allemands ne trouvent souvent devant eux que ruines et espaces désertés. Tout espoir pour lui d'une victoire rapide et décisive est perdu. Au même moment, de l'autre côté du globe, c'est le Pacifique qui s'embrase. Le 7 décembre 1941, la flotte japonaise, qui s'est approchée sans bruit des îles Hawaï, lâche ses avions sur la grande base américaine de Pearl Harbor. En 2 heures, les États-Unis perdent leur escadre du Pacifique, à l'exception des porte-avions qui étaient en mer.
la marée japonaise se répand dans toute la région. En Amérique, le coup de poignard de Pearl Harbor a réveillé l'opinion. Roosevelt veut enfin convaincre le Congrès, les États-Unis entrent dans la guerre. L'effort du géant est à sa mesure. L'économie de guerre sort définitivement l'Amérique de la crise. Produit par dizaines de milliers, chars, avions, bateaux partent sur tous les fronts renforcer les armées alliées. Au cours de la seule année 42, l'Angleterre reçoit plus de 4000 chars et 7000 avions. L'Union soviétique recevra au cours de la guerre près de 15 000 avions et 7000 chars. Dès le printemps 1942, les Japonais vont regretter amèrement d'avoir manqué les porte-avions américains de Pearl Harbor. La première grande bataille du Pacifique a lieu au large de l'Australie, dans la mer de Corail. Cette première bataille aérienne est un match nul. Les États-Unis perdent 74 appareils, les Japonais 80. Les deux forces ne vont pas tarder à se retrouver malgré l'immensité du Pacifique. À Midway, justement, le navire amiral japonais est touché le premier, avec la plupart de ses appareils sur le pont. Il faut l'évacuer. Un deuxième porte-avions japonais coule dans la soirée, un troisième 20 minutes plus tard. C'est dans ces îles perdues du Pacifique que les Alliés remportent leur première vraie victoire. Avant Midway, ils n'ont connu que défaite et humiliation. Après Midway, le sort des armes bascule. Le monde libre va retrouver l'espoir. Depuis son arrivée en Libye, Rommel le Shah joue avec la souris britannique. En juin, Rommel affronte une nouvelle fois les Anglais, à proximité de Tobrouk. Tobrouk et ses 25 000 hommes tombent aux mains des Allemands. Les Anglais, chassés de Cyrénaïque, fuient vers l'Égypte avec Rommel sur leurs talons. Rommel, Hitler vient de faire maréchal. L'Égypte semble perdue. Les Allemands sont à quelques kilomètres, à El Alamein, mais épuisés, eux aussi. Rommel, qui n'a plus qu'une trentaine de chars, demande des renforts pour la bataille décisive. Le général Leclerc arrive du Tchad avec ce qui sera bientôt la fameuse deuxième DB. Avec Koenig, qui combat dans l'armée britannique, il constitue la seule force organisée aux côtés des Alliés. Churchill, qui attend toujours sa première victoire, arrive en Égypte le 4 août, avec des renforts. Reste à vaincre Rommel, là-bas, derrière les dunes, à El Alamein. Le 8 novembre 1942, Américains et Britanniques débarquent en Algérie et au Maroc. Obsédé par la guerre en Russie, Hitler néglige ce qui se passe en Méditerranée. Lourde faute, car c'est là, en Afrique du Nord française, que s'ouvre enfin un deuxième front.
Hitler ne doute pas de la victoire. Ce qu'il veut maintenant, c'est le pétrole du Caucase et la ville symbole des bolcheviks, Stalingrad. Le 26 juillet, le général von Paulus reçoit l'ordre de prendre la ville. Dans Stalingrad, soldats et ouvriers se battent au coude à coude. Staline a envoyé sur place un commissaire politique qui s'appelle Nikita Khrouchtchev. En aucun cas, Stalingrad ne devra capituler. Dans les ruines de Stalingrad, pour la première fois, l'armée allemande a perdu. Depuis 4 ans, les Allemands bétonnent la côte, de la Hollande au Midi. Des ouvrages formidables pour abriter des canons gigantesques. Rude tâche, mais rien n'est trop beau, pour ce qu'Hitler appelle avec fierté son mur de l'Atlantique. Rommel, qui commande le front de la Manche, n'a qu'une confiance limitée dans ses casemates en béton. Pour le soldat le plus célèbre de l'armée allemande, c'est sur les plages qu'il faut empêcher les Alliés de débarquer. Après, il sera trop tard. La suite va lui donner raison, mais Hitler, déjà, n'écoute plus personne. L'armée de la reconquête se rassemble en Angleterre. L'Amérique envoie des millions de tonnes de matériel et 2 millions de ses enfants rejoindre ceux qui ont toujours refusé la capitulation. Le pays tout entier se prépare pour le grand jour, celui du débarquement en Europe. « 5 juin 1944. La veille du jour J, le général Eisenhower vient serrer la main des parachutistes américains et canadiens qui vont sauter dans la nuit sur le Cotentin. Plus rien maintenant ne peut arrêter le déclenchement d'Overlord, le débarquement d'une armée en Normandie le 6 juin. À l'aube, la Manche se couvre de la plus grande armada jamais rassemblée. La surprise est totale. Les premiers parachutages ont commencé depuis minuit sur les 2 flancs de la zone du débarquement. Au total, 27 000 hommes et des tonnes de matériel sont larguées. Le 15 août, c'est le débarquement en Provence. Delattre libère Marseille et Toulon. La tenaille se referme, mais Hitler n'a pas encore dit son dernier mot. À Paris, la résistance a donné l'ordre d'insurrection générale dès le 19 août. L'armée des ombres peut enfin se battre au grand jour. La résistance française honore ses martyrs en libérant sa capitale. Hitler enrage. Il ordonne d'ensevelir Paris sous les ruines. Mais il est trop tard. La 2e DB de Leclerc arrive aux portes de Paris le 25 août.
En novembre, les 6 armées alliées du front occidental lancent une offensive générale. Plus de 130 000 résistants sont venus grossir les rangs de l'armée française qui s'engage en Alsace. Fin 1944, la France est presque entièrement libérée. Avec sa première armée, le général Delattre prend Mulhouse le 20 novembre. Au printemps 1945, 6 ans après le début de la guerre, la Wehrmacht, épuisée, s'effondre. L'Allemagne est partout envahie. Hitler n'est plus qu'un vieillard fou qui refuse de voir que la guerre est perdue. Il décrète la levée en masse pour la victoire ou la mort. Les enfants de 16 ans sont mobilisés. Jusqu'à 60 ans, les hommes sont rappelés dans l'armée populaire. Reste Berlin. Berlin où Hitler s'est retranché avec 300 000 hommes. Le 30 avril, alors que les soviétiques approchent de son bunker, Hitler se suicide, sans mettre fin au combat, comme s'il voulait que l'Allemagne s'anéantisse avec lui. Le 7 mai 1945, le général Jodl signe à Reims la reddition sans condition de toute la Wehrmacht. En grand uniforme, le bâton de maréchal à la main, c'est Keitel, qui confirme le lendemain à Berlin la reddition allemande. Au printemps 1945, l'issue de la guerre ne fait plus de doute. L'imposante flotte américaine est maîtresse du Pacifique. Le Japon, asphyxié, manque de riz pour manger et de pétrole pour se battre. Mais l'empereur refuse encore l'humiliation d'une capitulation sans condition. Pour en finir, MacArthur a choisi de se rapprocher du Japon, par bons successifs. Chaque île reconquise est un nouveau marchepied avant l'assaut final. En avril, les GIs débarquent à Okinawa, à 600 km seulement des côtes japonaises. De toute son âme, la jeunesse du Japon refuse encore la défaite. Plutôt la mort que le déshonneur. Les pilotes kamikazes partent pour leur dernière mission. Leur gloire, c'est de parvenir à s'écraser sur les bateaux de la flotte américaine. L'Amérique est impressionnée par la résistance désespérée des Japonais. La conquête du moindre îlot est un enfer. Aux États-Unis, Truman a succédé à Roosevelt. Le nouveau président veut en finir avec cette guerre interminable. Il décide d'utiliser une nouvelle arme que les savants américains viennent d'expérimenter. C'est la bombe atomique. Le 6 août, une première bombe explose sur Hiroshima. La ville est détruite, il y a 80 000 morts. Une seconde est larguée sur Nagasaki 3 jours plus tard.
C'est sur le Missouri que le Japon capitule le 2 septembre 1945. C'est la paix. La gloire des champs de bataille vaudra bientôt à Eisenhower d'autres lauriers. La victoire a fait de l'Amérique une superpuissance.